Bonjour à tous, alors bienvenue ce soir à cette conférence sur le thème de la crypto-monnaie. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser vos questions via le volet questions-réponses qui se trouve dans votre interface Teams. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur l'icône qui se trouve en haut à droite avec le point d'interrogation et les deux bulles. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir Benjamin Faradji de l'entreprise Puro. Benjamin, c'est à toi. Je te remercie Nicolas, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Donc nous sommes partis pour une demi-heure de découverte, une demi-heure ou 40 minutes de découverte, plus vos questions certainement. Ravi de vous avoir ce soir avec nous. Perspective numérique et la Chambre de commerce de Troyes vous accueille sur une conférence qui est peut-être une partie de notre avenir, crypto-monnaie, est-ce que c'est une réalité ou la virtualité? Avant de démarrer le contenu, ce que je vous propose, c'est de dire un petit mot sur ce qu'on appelle Perspective numérique. C'est une association qui est née en 2004 et qui accompagne les entreprises du département de l'Aube en particulier vers ce qu'on appelle la digitalisation. Nous intervenons sur des actions de formation ou de consultants ou d'accompagnement. Et puis de temps en temps, nous faisons quelques conférences sur des sujets qui ne sont pas directement en liaison avec l'activité de tous les jours, mais qui préparent l'avenir, qui est le cas de ce soir, crypto-monnaie, réalité ou virtualité. Cette présentation a été réalisée par l'équipe Spuro, donc cette entreprise que je manage travaille sur ce qu'on appelle sur les technologies blockchain. Nous installons des blockchains et pour ma part, je suis le créateur depuis 2016 de cette entreprise, je m'appelle Benjamin Faradji. Une petite présentation par rapport à ce que nous réalisons. C'est un écosystème, hein. La blockchain, c'est relativement complexe, difficile à présenter en une demi-heure, surtout qu'on va parler que d'une petite partie qui est la crypto-monnaie. Nous travaillons sur 4 domaines. Premièrement, nous avons un outil qui permet d'installer des blockchains privées ou hybrides dans les entreprises. Nous avons une blockchain publique, bien sûr, qui est en particulier avec Ledger of Proof. Et puis, nous avons 2 autres activités qui sont dans la mouvance de ce qu'on appelle de cet écosystème. L'automatisation de certains usages métiers, parce que c'est quand même, il faut que la blockchain serve à quelque chose d'opérationnel avec un retour sur investissement si possible, donc ce qu'on appelle dans notre jargon les smart contracts. Et notre dernière application qui vient d'arriver, c'est ce qu'on appelle les tokens, la valorisation d'actifs numériques. On en parlera un tout petit peu, puisque ça rejoint quand même la crypto-monnaie. Voilà, très rapidement présenté. Si vous souhaitez plus d'informations, il va de soi que vous pouvez travailler avec le site spuro.eu. Nous rentrons, si vous voulez bien, dans le vif du sujet. Nous allons aborder cet aspect de la virtualisation ou de la réalité de la crypto-monnaie sur 6 petits chapitres. Et puis après, je répondrai bien sûr à toutes vos questions. La première chose, c'est que je voudrais déjà faire une distinction entre la blockchain, qui est le moteur de cet usage, parce que la crypto-monnaie n'est qu'un usage de ce qu'on appelle la blockchain n'est qu'un usage de ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Après, je souhaiterais partager avec vous la philosophie de la crypto-monnaie avec un exemple très concret. C'est quoi exactement? Vous parlez d'un concept qui s'appelle défi. Rien à voir avec un défi, c'est un acronyme qui a sa signification propre. Et bien sûr, nous parlerons de ce qui forme cette crypto-monnaie, ce qu'on appelle le coin et le stablecoin, qui semble être l'avenir des crypto-monnaies pour nos différents acteurs. On verra pourquoi avantages, inconvénients. Cette notion de crypto-monnaie existe maintenant depuis 10 ans. S'il n'y avait que des inconvénients ou qui n'avaient aucun intérêt, il est certain que cette approche aurait déjà disparu. Mais forcément, les gens qui utilisent ces crypto-monnaies trouvent des avantages. Donc, on essaiera de partager le comment et le pourquoi. On fera une petite synthèse. Et puis, bien sûr, par la suite, je répondrai à l'ensemble de vos questions. Alors, commençons déjà par faire une petite nuance entre la blockchain et la crypto-monnaie. La blockchain, c'est une technologie qui sert à certains usages, 4 grandes familles d'usages. La première, qui est la plus connue, que tout le monde a déjà évoquée à plusieurs reprises, c'est la traçabilité alimentaire, la traçabilité de la logistique, la gestion de la preuve, la confiance partagée, la valeur probatoire. Enfin, je dirais que c'est des schémas que nous connaissons tous d'une manière classique, comme la signature électronique. Rien de disruptif ou de révolutionnaire, c'est une adaptation décentralisée de ce qu'on a connu en centralisé. La deuxième grande famille qu'on retrouve dans le domaine de la blockchain, c'est l'automatisation de certains processus, contrats d'assurance, contrats bancaires, tout simplement objets connectés avec une certaine forme de monétisation de leur mission.
Donc, c'est une automatisation de certaines tâches. Là aussi, la grande différence qu'on trouve avec le monde d'aujourd'hui, c'est la décentralisation. Il ne faut pas oublier que la blockchain est un sport d'équipe. On ne fait pas une blockchain d'une manière directe tout seul. Là où ça devient un peu plus disruptif et un peu plus perturbant, c'est la troisième grande famille qu'on appelle les tokens, c'est-à-dire les actifs numériques. C'est comment rendre le monde réel dans un monde virtuel. Donc, ce sujet-là sera abordé lors d'un autre webinaire que nous vous proposerons avec plaisir, parce qu'à lui tout seul, il mérite pratiquement 40 ou 50 minutes d'explication. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la quatrième grande famille d'usage, qui est la monnaie, qu'on appelle plus simplement la crypto-monnaie, ou on retrouve sous le terme anglo-saxon de coins. Donc voilà, il faut déjà bien faire la distinction entre la blockchain qui sert à différents types d'usages. Toutes les blockchains, pour fonctionner, n'ont pas besoin de crypto-monnaie. Or, au passage, je signale que si vous entendez parler du terme token et crypto-monnaie, il y a de fortes chances que vous puissiez aussi entendre le terme mineur ou minage. Donc attention, la consommation de ces quatre grands usages en termes de ressources électriques n'est pas tout à fait la même, on n'a pas les mêmes objectifs. Mais revenons sur le sujet qui nous intéresse, qui est la fameuse crypto-monnaie, c'est quoi exactement? Alors, afin de pouvoir expliquer d'une manière le plus simple possible, je me suis basé sur deux évolutions, deux exemples avant de vous apporter et de partager avec vous une définition. La première chose, regardons l'évolution de l'argent depuis à peu près 300, 400 ou 500 ans. Au départ, c'était simple. Nous avions le troc. Une vache égale deux cochons égale une prestation, etc., etc. Or, on s'est aperçu qu'avec le troc, c'était pas si simple de transporter les choses et d'échanger autour de la planète. Donc, on a virtualisé la valeur d'une prestation, ou on a virtualisé la valeur d'un objet ou d'un animal par un symbole qui a été choisi à une certaine époque, qui est une espèce de métal qui semblait être rarissime, indestructible, etc., etc. Et on a accordé une correspondance entre la valeur d'une prestation ou d'un service ou d'un contrat par rapport à un métal qu'on appelait l'or. D'ailleurs, au passage, on a souvent travaillé à base de cet étalon or, comme on dit, dans les années 40, puisqu'il y avait un nouveau système financier à base de cet étalon or. Jusqu'aux années 71, où on a commencé à virtualiser cet étalon or, parce qu'on voit bien que transporter des pièces de monnaie, c'est pas si simple, donc on l'a symbolisé à travers ce qu'on appelle un espèce de morceau de papier, qu'on appelle les billets, et notre confiance s'est transportée de ce fameux objet qui est une espèce de métal, à qui on accordait une certaine confiance, à un espèce de billet qui est dans notre poche. En tant que billet papier, ça ne vaut rien, mais on lui accorde une certaine confiance. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la virtualisation d'un nouveau système financier qui est né dans les années 70. Si vous avez suivi un petit peu l'histoire, c'était lorsque Nixon a décidé d'abandonner le talent or. Donc, la valeur de ce morceau de papier était basée plus sur l'économie, plus sur ce qu'on appelle la notion de gouvernance d'un système. D'ailleurs, on sait très bien que certains billets de certains pays ont moins de valeur que d'autres billets qui dépendent de l'économie de tel pays. Donc, la confiance qu'on donne à ce petit morceau de papier dépend directement de la gouvernance de nos gouvernants ou tout simplement de l'économie du pays. Petit à petit, on s'est aperçu que transporter des billets, ce n'était pas terrible non plus, et on a numérisé ou virtualisé partiellement ce flux. Ça ne change pas grand-chose, c'est une représentation différente, mais rien de nouveau, entre guillemets, par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Très bien, petit à petit, on a accordé notre confiance à cette signature, à ces codes, à cette virtualisation, et on est arrivé à un schéma qui est tout simplement le schéma suivant, c'est-à-dire que directement, à travers notre téléphone ou notre PC, nous faisons des virements, des variations, et on s'aperçoit que ce sont des chiffres qui sont sur des écrans qui ne représentent pratiquement plus rien au niveau physique. Alors, tous ces éléments-là, toutes ces évolutions-là font qu'au cours des siècles, on s'est aperçu que notre confiance passait d'une espèce de métal or à une espèce de papier, à une espèce tout simplement d'organisation centralisée qui se représentait à travers les banques ou à travers une gouvernance et complètement dématérialisée. Aujourd'hui, si on parle d'argent, on ne parle que de chiffres qui apparaissent sur des écrans. Mais néanmoins, toutes ces évolutions ont un point commun.
ils sont tous gouvernés par de la centralisation, soit par de la centralisation étatique, soit par de l'étatisation financière. Donc, les gouvernements font ce qu'ils peuvent pour essayer d'arranger les choses. De temps en temps, ils font fonctionner la planche à billets pour équilibrer les choses. Le monde financier, lui, fait ce qu'il veut. Donc, il est un petit peu le grand maître du jeu là-dedans. Donc, on voit bien que nous sommes dans cette mécanique relativement dépendant d'une centralisation qui, parfois, nous oblige à prendre tel ou tel axe. On pourrait maintenant imaginer que la crypto-monnaie n'est qu'une évolution de ce phénomène. C'est-à-dire, en clair, c'est une autre forme de représentation de la monnaie qui nous sert tous les jours à faire nos courses, auxquelles nous apportons en tant que communauté une certaine forme de confiance. Toute relative, ça dépend des pays, bien sûr. Eh bien, c'est là que la différence est énorme. C'est que la gouvernance qui a toujours été centralisée par rapport à cette monnaie qu'on appelle la monnaie fiduciaire, la monnaie fiat, elle est contestée, alors je ne reviens pas sur l'histoire, elle a été contestée depuis une dizaine d'années par certaines communautés, et dans cette communauté, eh bien tout simplement, on a décidé de changer la philosophie de gouvernance qui devient décentralisée. Alors, ça veut dire quoi? Pour essayer de comprendre ça, avant de vous apporter la définition de la crypto-monnaie, je vais vous donner un exemple très simple, parce qu'en réalité, ce mode de gouvernance décentralisée d'une valeur existe depuis des années, bien avant la crypto-monnaie. Prenons un exemple très simple. Dans certains villages, pour des raisons soit historiques, soit de jog, soit de loisirs, il existe ce qu'on appelle des trésors du sel, c'est-à-dire des petits bons qui font qu'on peut échanger certains services avec une espèce de monnaie reconnue uniquement dans la communauté du village. Ça s'appelle tout simplement le sel. Le sel, système d'échange local. Donc, si on comprend le mécanisme du sel, on va très rapidement comprendre le mécanisme de la crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est que le mécanisme du sel? Dans un village, une communauté, c'est-à-dire des gens, échangent des produits ou des services au sein d'un groupe fermé. N'oublions pas, la blockchain, c'est un sport d'équipe. C'est une communauté qui va travailler tous ensemble. Donc, un groupe fermé qui constitue une communauté, donc soit de loisirs, soit tout simplement une communauté de prestation de services. Cette communauté met en place une forme d'unité partagée, donc un symbole qui donne une valeur au travail qu'ils vont partager parce que vous allez couper l'herbe du jardin du voisin ou parce que tout simplement vous allez donner des cours d'anglais. Mais cette unité partagée n'a aucune centralisation. On n'a pas quelqu'un dans le village qui dit « Tiens, moi je prends la centralisation, tu as fait combien d'heures, je vérifie telle heure et je te donne tant d'heures en échange. » C'est quelque chose qui est décentralisé, chacun s'équilibre. Dans cette petite communauté, ça ne pose aucun problème. Ça s'appelle le sel. Donc, nous trouvons ici le prêt d'une tondeuse qui va être traduit en minutes. La communauté va dire qu'une minute égale une unité égale ticket, égale token, on y arrive. Donc, on voit bien les termes qui se rapprochent. Et un cours d'anglais vaudra peut-être 10 unités et le prêt d'une tondeuse vaudra 3 unités. Donc, on s'échange des unités. Alors, vous remarquerez ici dans cet exemple que nous sommes dans une communauté, c'est-à-dire que nous sommes dans un endroit relativement clos dans le sens où il y a peut-être une dizaine ou une cinquantaine de personnes. Là où le phénomène qui est sympathique et je dirais un phénomène joyeux va devenir un phénomène énorme puisque le même phénomène qu'on va appeler sel va se produire grâce à un mécanisme qu'on appellera blockchain ou autre chose au niveau planétaire. Et là, ce n'est plus des petits tickets de 1 minute ou de 10 € qui vont s'échanger, mais ce sont quelques millions d'euros, de dollars, de yens qui vont venir compenser ce niveau d'échange. Donc, c'est une décentralisation. Donc, du coup, la crypto-monnaie, c'est quoi exactement? Mais c'est tout simplement une communauté qui a décidé que le monde financier tel qu'il se présente aujourd'hui n'était pas cohérent, n'était pas juste, enfin, etc. On ne rentre pas dans le phénomène de la contestation, mais c'est quand même l'origine de la création de la crypto-monnaie, d'accord? Donc, un certain personnage, Satoshi Nakamoto, ou un groupe, on ne sait pas, ça fait partie un peu de la poésie de la blockchain, eh bien, a décidé de faire sa propre mécanique financière de façon à pouvoir échanger de la valeur sans garantie par les banques ni par une autorité publique, qui au départ ne devait représenter rien. C'est comme si nous, cette communauté qui est autour de la table en ce moment, se mettait à faire des billets de Monopoly et aller voir une boulangerie pour acheter son pain. Mais il se trouve qu'à travers cette
proposition qui ne dépend d'aucune monnaie établie légalement, on appelle ça la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire l'euro, le yen, etc., eh bien, a commencé à prendre une certaine forme de consistance. On a commencé à avoir des prestations de services entre différents acteurs s'échanger à travers cette monnaie. Et en même temps, on a commencé à voir que, comme la technologie était relativement souple et qu'on pouvait faire des échanges entre les pays d'une manière beaucoup plus simple, entre des différents acteurs qui sont aux quatre coins de la planète, avec des frais beaucoup moindres et beaucoup plus rapidement dans certains cas, donc quelques personnes ont commencé à traduire leur monnaie fiduciaire en monnaie qu'on appelle crypto-monnaie. Donc on voit bien qu'ils acceptaient ce moyen d'échange, soit en tant que personne physique, soit en tant que personne morale, pour transférer de la valeur. D'où la naissance de crypto-monnaie. Donc, on voit bien, c'est une représentation numérique d'une valeur partagée par un certain nombre de communautés. Pour les personnes qui partagent cette valeur, ils iront dans cette communauté et travailleront avec cette monnaie. Pour les personnes qui ne croient pas du tout à cette valeur, ben, ils resteront de la monnaie fiduciaire, ils feront confiance à la monnaie gouvernée par nos différents acteurs. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Une partie de l'activité passera par la monnaie traditionnelle fiduciaire pendant encore de nombreuses années, et une partie pour certains acteurs passera par la crypto-monnaie. Néanmoins, une petite parenthèse, faisons attention au fait qu'on aura besoin quand même de faire la liaison avec le phénomène Internet. Au départ, Internet, c'était des images, c'était une petite communauté, on ne savait pas trop ce qu'on allait en faire, et puis on s'est aperçu qu'au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, beaucoup de choses ont transformé notre vie sociétale, financière, économique. Et je pense qu'on le vit très bien en ce moment avec tout ce qui est vente en ligne, etc., etc. Donc, attention à la crypto-monnaie, attention à la blockchain en général. C'est quelque chose qui va impacter les 10 à 20 années à venir avec des phénomènes de gouvernance partagée. Ces acteurs qui ont créé ces crypto-monnaies relève un défi. Alors le défi, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est pas le relevage d'un défi, c'est tout simplement le fait que c'est un acronyme qui veut tout simplement dire la finance décentralisée. On l'appelle parfois aussi Open Finance. C'est un système financier alternatif. Donc ça veut dire que ça ne vient pas remplacer le système financier qui existe, ça viendra prendre des parts de marché, comme le courrier électronique a pris des parts de marché à la poste, etc., etc. Tout dépend des acteurs, des entreprises qui vont utiliser ou pas ce phénomène en fonction des avantages qu'ils vont y retrouver. Rassurez-vous, il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients, on les verra ensemble. Donc, ça va se développer parallèlement au système financier. Et puis, l'objectif quand même, n'oubliez pas que l'origine était une contestation, c'est de venir remplacer partiellement ce système financier et supprimer partiellement certains intermédiaires, à tort ou à raison, qui se positionnent à certains endroits stratégiques et qui ne respectent pas toujours toutes les règles du jeu. Donc, DeFi est une énorme mutation qui est en train d'arriver et c'est cette mutation-là qu'il va falloir suivre et cette mutation va s'appuyer sur différentes crypto-monnaies. Donc, à partir de ce moment-là, il y a, pour pouvoir faire fonctionner cette architecture qui s'appelle DeFi, il y a tout simplement différents types de technologies et de moyens. La technologie de base pour tous les coins et stablecoins, c'est forcément ce qu'on appelle la monnaie numérique, qu'on appelle coin et stablecoin. Alors jusqu'à ces 10 dernières années, nous n'avions que des coins et d'un seul coup est arrivé un nouveau concept. Parmi les N concepts, je les ai simplifiés, on a le concept qu'on appelle stablecoin. Alors commençons par le coin, qui est la crypto-monnaie, mais tout ça, ça rentre dans une famille. Donc, la famille, c'est les actifs numériques. Les actifs numériques se séparent en deux familles, ce qu'on appelle les tokens. Token, c'est la valorisation d'un produit réel ou d'une prestation réelle. C'est un actif numérique virtuel. À lui tout seul, ce chapitre mérite une explication, on y reviendra dans un autre webinaire. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie. Donc, c'est la deuxième grande famille. Il se trouve que jusqu'à présent, nous n'avions qu'une seule crypto-monnaie. C'est-à-dire, en clair, c'était le Bitcoin qui faisait sa présentation. C'était ça son approche. Petit à petit, les crypto-monnaies, qui est une représentation numérique d'une communauté qui partage une certaine valeur par rapport à une monnaie, eh bien, se sont séparées en deux. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que certaines crypto-monnaies avaient une espèce de volatilité énorme. Donc, ça bougeait terriblement. Donc,
beaucoup de personnes n'avaient pas forcément confiance en ce mouvement. Donc, on avait la famille de ce qu'on appelle de la crypto-monnaie, qu'on appelle des coins, un des plus connus, bien sûr, étant le Bitcoin. Et les autres, il y en a aujourd'hui, je crois que si on fait la synthèse de toutes ces informations, je vous donnerai, si vous avez des questions à ce niveau-là, un site qui fait la synthèse de tout ça, tout simplement à peu près 2000 crypto-monnaies aujourd'hui. Alors, on ne peut plus dire que c'est une plaisanterie, c'est plus possible, ça fait 10 ans que ça dure, et toutes ces crypto-monnaies sont en train de se positionner sur le marché pour dire que c'est eux les meilleurs. Mais au passage, on s'est aperçu que la crypto-monnaie avait certains avantages, rapidité, simplicité, etc., moins de frais, mais avait un inconvénient majeur qui était la volatilité et la non-stabilité. Du coup, certains acteurs ont commencé à mettre en place ce qu'on appelle des stablecoins. Donc, stablecoin, comme son nom l'indique, c'est une monnaie qui est stabilisée. Stabilisée par rapport à quoi, nous allons le découvrir tout à l'heure, mais ça n'empêche que cette fois-ci, ça va attirer beaucoup plus de personnes puisqu'on aura les avantages de ce qu'on appelle de la crypto-monnaie, mais en même temps, des petits avantages de ce qu'on appelle de la monnaie stabilisée. Pour le moment, on a quand même confiance un tout petit peu dans notre monnaie qu'on connaît depuis des années, qu'on appelle l'euro, le yen ou le dollar. Mais au passage, ces stablecoins sont réalisés ou mis en place par des sociétés privées ou par des associations pour faire semblant qu'ils ne sont pas privés, et ça commence légèrement à perturber le marché financier traditionnel. C'est pour ça qu'on va commencer à avoir des cryptos de pays ou de régions. En particulier, on parlera de la crypto-euro qui commence à être présentée dans les différents dossiers de l'État. Donc, retenons ce tableau. Actifs numériques se séparent en deux morceaux, token, crypto-monnaie, et les crypto-monnaies aujourd'hui se séparent aussi en deux morceaux. Alors, pour rentrer dans le détail, nous allons évoquer le coin un tout petit peu et deux stablecoins, deux exemples de stablecoins, avant de voir les avantages et les inconvénients. Le coin, on l'a vu tout à l'heure, c'est une crypto-monnaie. Ça s'appelle crypto-actif, crypto-devise, enfin comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est une monnaie qui est émise par une entité, par un groupe, ou voire par une personne. Chacun d'entre nous, on peut inventer notre propre crypto-monnaie. Si elle est reconnue par son voisin, ben elle prendra de la valeur ou elle ne prendra pas de la valeur en fonction des services présentés avec cette crypto-monnaie. Donc, moralité, c'est un moyen qui est un réseau qu'on appellera blockchain, un réseau informatique décentralisé qui me permet de créer des crypto-monnaies. Aujourd'hui, des crypto-monnaies, on a évoqué tout à l'heure, il y en a plus de 2000. Donc, en clair, je n'ai pas tout synthétisé, mais le site que je vous présente actuellement, et dont je vous donnerai l'adresse si vous ne souhaitez pas à travers les questions, présente 2000 crypto-monnaies. Alors, quelle est la crypto-monnaie qui va avoir de la valeur dans les années et quelle est la crypto-monnaie qui va rester, parce qu'il y en aura forcément une dizaine de crypto-monnaies dans le monde par rapport aux 2000 qui existent? Eh bien, je n'ai pas de réponse précise. On pense que ceux qui vont résister, c'est le Bitcoin, l'Ethereum, le Tether, etc. Mais souvenez-vous, Internet, quand ça a démarré, American Online, Lycos, AltaVista, tous ces gens-là étaient des leaders lors de la création dans les années 2015, 2017, 2019 d'Internet. Et aujourd'hui, les leaders, c'est plus eux, c'est des Google, c'est des Facebook, c'est les GAFA. Donc, soyons prudents par rapport à ce qu'on appelle les classements qu'on voit aujourd'hui. Ça, c'est pour la partie coin, c'est-à-dire le fait d'inventer des monnaies qui sont choisies par une communauté en disant « c'est la mienne qui sera choisie demain matin ». Nous verrons dans quelques années. La deuxième grande famille, c'est ce qu'on appelle les stablecoins. Alors, les stablecoins, on l'a évoqué, ce sont aussi des entités privées, mais cette fois-ci qui inventent, avec la technologie utilisée pour les crypto-monnaies, mais cette fois-ci, ils proposent aux futurs utilisateurs que ces crypto-monnaies soient indexées par rapport à une monnaie qu'on appelle monnaie fiduciaire ou d'autres types de garanties, l'objectif étant bien sûr de diminuer cette espèce de volatilité des cours pour une crypto-monnaie qui de temps en temps perturbe beaucoup d'acteurs. Regardez en ce moment le coin Bitcoin, il a pris je crois en moins d'un an 115%, il y a 2 ans il avait baissé de 115%. C'est des choses que certaines personnes ne sont pas capables de comprendre ou d'accepter ou de supporter. Donc, on voit bien qu'on a besoin, dans certains cas, ne serait-ce que pour le monde du business, d'avoir une certaine forme de stabilité pour une certaine monnaie d'échange entre acteurs. Donc ici, la crypto-monnaie stablecoin va apporter une réponse de stabilité par rapport aux monnaies fiduciaires. Donc du coup, on pourrait très bien dire, écoutez, on ne va pas réinventer encore une monnaie fiduciaire par rapport à une monnaie fiduciaire, puisqu'on s'appuie sur la stabilité de la monnaie fiduciaire. Mais
cette fois-ci, la technologie blockchain et la technologie sous-jacente qui est la crypto-monnaie va apporter certains avantages par rapport au circuit traditionnel du monde financier qui travaille sur la monnaie fiduciaire. Dans ce schéma-là, on a vu le coin, on a vu le stablecoin, et on s'aperçoit que dans le stablecoin, c'est le même phénomène. Beaucoup d'acteurs privés qui ont compris la démarche font des stablecoins. Stablecoins basés sur le diamant, en considérant que le diamant est une valeur sûre, j'en sais rien, mais on va dire que le diamant est une valeur sûre. Il y en a qui se basent sur le diamant, il y en a qui se basent sur l'or, il y en a qui se basent sur un paquet de monnaies. Donc, ils ont chacun leur philosophie et on verra dans quelques années quel est le stablecoin ou quels sont les stablecoins qui seront choisis par les différents acteurs du monde du business. À suivre, ces dossiers-là, c'est des dossiers qu'on appelle mouvants. Mais parmi les différents stablecoins qui existent, il y en a deux sur lesquels je voudrais attirer votre attention. D'où est venu ce phénomène stablecoin? Eh bien, le premier qui a ouvert le bal, c'est notre cher ami Zuckerberg avec sa société Facebook, qui a quand même globalement un bon petit milliard, voire 2 milliards d'utilisateurs. Donc, il a décidé, lui, de lancer sa propre monnaie interne, un stablecoin, en confirmant à tout le monde que ça sera comme une monnaie fiduciaire, stabilisée avec des vrais actifs. Ces actifs seront basés sur un panier qui s'appelle dollars, euros, yens et dettes souveraines. D'accord? Donc, en clair, c'est 1 pour 1. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y a pas plus de risque dans cette monnaie qu'on appelle Libra que la monnaie fiduciaire classique. Alors, quel est l'intérêt de faire encore une autre monnaie classique fiduciaire, puisqu'on a très bien avec le dollar? Eh bien, je crois que vous comprenez tout ce qui est en train de se passer. C'est qu'il suffirait qu'un jour que Amazon se mette d'accord avec Facebook en disant que tout ce que vous allez acheter sur Amazon, et si vous le payez en Libra, c'est moins 5%, eh bien, je vous garantis qu'un milliard de personnes qui utilisent Facebook prendront leurs euros, les mettront en Libra pour aller acheter chez Amazon. Donc, Libra deviendra une monnaie, même si elle est basée sur ce qu'on appelle sur des monnaies fiduciaires, qui deviendra une monnaie reconnue. Et je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour voir ce phénomène qui va prendre de l'ampleur. Attention, Libra est en train de se bagarrer juridiquement pour voir sa naissance. Mais c'est quelque chose qui est basé en Suisse et qui va se positionner. Si vous souhaitez un jour, nous partagerons beaucoup plus d'informations sur Libra qui est en train d'arriver tout doucement. Et du coup, dans la catégorie stablecoin, vous avez les stablecoins classiques, vous en avez un particulier qui est Libra, qui a quand même le plus de puissance pour le moment en termes de communication et de potentiel, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs derrière Libra. Eh bien, vous avez un autre acteur qui s'appelle tout simplement, les autres acteurs sont les États. Donc, les États, eux aussi, commencent à travailler sur des projets qui s'appellent tout simplement Central Bank Digital Currency. En clair, moi je parle de l'euro parce qu'on est plus sur la partie euro, mais tous les États ont démarré. Il y a même certaines banques qui ont fait leur propre stablecoin. JP Morgan a déjà démarré. Je vous signale pour la petite plaisanterie que le dirigeant de JP Morgan, il y a 10 ans, disait « il ne faut jamais mettre les pieds sur la crypto-monnaie ». 10 ans après, il fait son stablecoin. Donc, on a le droit de changer les avis. On peut se tromper. L'essentiel, c'est de le reconnaître. Donc, on voit bien que les banques, face à ces phénomènes de stablecoin, plutôt que le phénomène coin, le phénomène coin qui est très fluctuant, intéresse certaines familles de personnes. Mais le stablecoin, c'est pour monsieur tout le monde. Donc, c'est une monnaie comme une autre, sauf qu'elle va présenter certaines formes d'avantages et aussi d'inconvénients que nous allons voir. Donc, cette monnaie digitale, eh bien, aujourd'hui, l'Europe commence à travailler de façon à ce qu'on puisse utiliser certains avantages présentés par la crypto-monnaie par rapport à un besoin de tous les jours pour aller acheter son pain ou sa baguette. Donc, à retenir que dans la famille de ce qu'on appelle les actifs numériques, avec le sous-ensemble qu'on appelle tout simplement crypto-monnaie, il y a deux grandes bagarres qui se positionnent en ce moment, les coins, qui ont leur spécificité, leur volatilité, il y en a énormément, et les stablecoins. Et dans les stablecoins, maintenant, on commence à trouver des stablecoins qu'on appelle plutôt orientés privés, des sociétés qui vont en créer, et puis bien sûr les stablecoins d'État. Donc si vous suivez la presse, ça a déjà démarré sur la Corée du Sud, la Russie, etc., etc. Donc voilà où on se positionne. Alors toutes ces monnaies qu'on appelle coin, qu'on appelle stablecoin, qu'on appelle globalement crypto-monnaie, ils ont des avantages et des inconvénients. Alors, ces avantages, on va les voir. J'ai essayé de synthétiser 4 avantages majeurs et 4 inconvénients majeurs. Bien sûr, on pourrait rentrer dans le détail, mais on y reviendra si vous avez des questions à ce sujet-là. Donc, avantage majeur. Le premier avantage, là, il n'y a pas vraiment photo, il n'y a pas de discussion, c'est
lorsque vous faites un transfert d'un pays à l'autre de l'euro en yens, de yens en dollars, de dollars en je ne sais pas quelle monnaie fiduciaire, vous avez forcément des intermédiaires qui font une prestation et qui prennent une commission de prestation. Ça existe aussi dans le monde, je vous rassure, des stablecoins, des coins, mais avec une marge qui est non comparable. Donc ça, c'est la première chose, pour la simple raison qu'attendu qu'il n'y a pas d'intermédiaire majeur, il y a toujours des intermédiaires, il y a toujours ce qu'on appelle des gens qui vont travailler pour la vérification des comptes et faire les flux que le réseau fonctionne. Mais ce n'est pas des intermédiaires qui sont centralisés à un seul endroit, c'est partagé sur l'ensemble de la communauté et les frais de transaction sont terriblement réduits. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que le marché est totalement libre. Que vous soyez en Amérique du Sud ou tout simplement en Australie ou tout simplement en Russie, eh bien, il n'y a pas besoin de savoir dans quelle monnaie du pays et dans quelle monnaie vous allez travailler, si le dollar est plus représenté dans ce pays-là ou si c'est tout simplement qu'il faut utiliser le yen. Eh bien, c'est une monnaie qui est considérée comme universelle. Donc, le marché est totalement libre et ça a un autre avantage, c'est que certaines catégories de personnes qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité ou le droit, parce qu'ils ne gagnent pas assez ou ils sont dans certains pays mal équipés, n'ont pas le droit à la monnaie qu'on appelle la monnaie virtuelle, eh bien, vont pouvoir accéder à ce marché qui est assez libre. Donc, ça donne quand même une ouverture. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir plus d'informations, allez sur Internet, allez lire le livre blanc, en clair, la présentation de ce qu'on appelle du projet Libra. C'est assez explicite, hein. Il ne faut pas penser que commerce, il y a quand même un aspect éthique qui n'est pas tout à fait négligeable. Troisième avantage, eh bien tout simplement, on est parti sur la réserve de valeur. Alors certaines crypto-monnaies, qu'on appelle des coins, ont une caractéristique, c'est-à-dire qu'ils sont limités en termes de quantité. Par exemple, un des plus connus qui est le Bitcoin est limité à 21 millions. Donc certains acteurs qui ont confiance dans cette monnaie le prennent comme une valeur de réserve. Parce qu'on sait qu'il n'y aura plus jamais, parce que la mécanique réalisée à l'origine par ce fameux Satoshi Nakamoto ou on ne sait pas qui, a décidé qu'il n'y en aurait que 21 millions, donc ça prend de la valeur. C'est un objet rare, comme l'or, comme un tableau, comme, je ne sais pas, comme le diamant. Après, chacun accorde à ces objets-là une certaine forme de valeur. Donc certains acteurs le travaillent sur la partie capitalisation. Et puis, quatrième avantage, je vais prendre les grands axes, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les transactions financières, qui se font beaucoup plus rapidement et qui sont accessibles, comme on l'a évoqué tout à l'heure, aux quatre coins du monde. Alors ça, c'est les avantages. Maintenant, il faut quand même un petit peu analyser les quatre grands inconvénients basiques. Si un jour vous voulez y aller ou si votre entreprise veut utiliser ce genre d'approche, il va falloir patienter un tout petit peu. On peut y aller tout de suite, il n'y a pas de problème. À titre personnel, j'ai différents types de porte-monnaie et je travaille avec ces éléments-là. Mais une des problématiques majeures, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans ces crypto-monnaies, que ce soit stablecoin ou coin ou euro crypto, que tout ce que vous voulez, vous êtes propriétaire de votre coffre-fort, la clé privée de votre coffre-fort ou la clé de preuve, comme vous voulez. En clair, si vous perdez ces clés pour des raisons XY, vous perdez votre argent. C'est comme si vous avez mis votre porte-monnaie au feu, avec des billets dedans, bien sûr. D'accord ? Sinon, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore absorbé ou compris par tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous perdez le code de votre compte bancaire, bon, vous êtes embêté, vous téléphonez à votre banque, au bout de 3 jours, vous avez quand même votre code qui revient, puis vous n'avez pas perdu votre argent. Ici, si vous avez fait une mauvaise manipulation, c'est-à-dire en clair, si vous avez mis votre clé privée, qui est une espèce d'algorithme sur votre PC, et que vous jugez que votre PC est vieux, et que vous le mettez à la poubelle, vous en achetez un autre, et que vous avez oublié la clé privée dans le vieux PC, ben vous avez mis vos crypto-monnaies à la poubelle, et ils vont disparaître, c'est-à-dire terminer, plus personne, quand je dis plus personne ne pourra les récupérer, ni vous, ni quelqu'un d'autre, c'est perdu pour tout le monde. C'est comme si vous mettiez des billets sous un matelas et qu'un jour le matelas prend feu. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien perçu par le grand public, c'est un véritable inconvénient. Donc il faut avoir une notion de gestion importante. En deuxième grand inconvénient, c'est que même si vous avez bien compris cette notion de je sécurise ma clé privée, etc., il faut des outils pour ça. Il faut des logiciels, il faut des applications, il faut savoir les manipuler. Ça semble simple dans un premier temps, mais si vous ne le faites pas tous les jours régulièrement, ça peut vous rendre la vie assez compliquée. Donc là aussi, il y a toute une mécanique à mettre en place par rapport aux gens qui sont plus ou moins à l'aise avec un navigateur ou avec un PC. Troisième inconvénient, c'est bien sûr la volatilité de ces coins. Je ne parle pas de stablecoin, je parle des coins
Là, c'est un véritable inconvénient. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à une monnaie qui bouge assez rapidement, comme un petit peu parfois les cours de la bourse? Eh bien, ça reste quelque chose à démontrer et c'est un petit frein qui fait que ça reste, pour le moment, dans la famille des inconvénients. Et pour terminer, dans les 4 inconvénients basiques, je dirais qu'il faut aussi tenir compte d'un aspect juridique. Ce n'est pas totalement stabilisé. D'abord, dans tous les pays, les règles du jeu sont parfois différentes, et même dans un même pays, ça évolue très très vite. On progresse rapidement, surtout en France, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas, je dirais, perçu d'une manière positive, donc les textes de loi vont sortir, il va certainement falloir attendre beaucoup de temps pour que la jurisprudence fasse son effet. En clair, souvenez-vous, quand on avait eu des mails, ce n'était pas à valeur probatoire. Quand on avait les fax, il a fallu des procès pour que ça devienne à valeur probatoire. Et petit à petit, les aspects juridiques vont se stabiliser. Mais là encore, on est parti pour une période de 5 à peut-être 10 ans. Donc on voit bien que tout ça, c'est en train de se mettre en place. Je dirais en conclusion que si on veut faire une synthèse, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est que ce phénomène ne va pas s'arrêter. Il ne va pas s'arrêter parce que depuis maintenant plus de 10 ans que je le fréquente, on me dit chaque fois, mais ça va s'arrêter, c'est pas possible que ça progresse, les États vont être contre, etc. Oui, oui, certainement, ça va prendre beaucoup de temps, mais ça va progresser. Alors, dans quelle proportion? Quels sont les métiers qui vont être touchés? C'est exactement comme la blockchain dans le sens état de l'art hors crypto-monnaie. La crypto-monnaie va aussi prendre ses parts de marché. Il n'y a pas de raison. Donc, faisons une synthèse avant de vous donner la parole pour les questions. J'essaie de respecter mon timing de 40 minutes. Une petite synthèse. Eh bien, tout simplement, nous avons 4 défis à relever pour les années à venir. Premièrement, il y a un défi qui est culturel. Les gens ne sont pas du tout prêts pour ce qu'on appelle la décentralisation, une gouvernance décentralisée. On a été tellement habitués à être centralisé en permanence qu'on a du mal à être décentralisé. Nous avons ce qu'on appelle un défi qui est juridique. Donc ça prendra le temps aussi. Et nous avons un défi qui est tout simplement d'enjeu de gouvernance. Ce défi d'enjeu de gouvernance, c'est comment partager cette économie collective. Là aussi, on est en parallèle avec l'aspect culturel, mais vu du côté des gouvernants et non pas vu du côté des citoyens. Et puis bien sûr, je n'oublie pas un petit aspect qui est un aspect technique, qui lui n'a pas, voilà, aujourd'hui, d'ailleurs nous-mêmes en tant qu'entreprise pour eux, nous sommes tout à fait prêts pour la partie technologique, mais je crois que le vrai enjeu, que ce soit une blockchain dans le sens état de l'art, sans crypto-monnaie, ou que ce soit une blockchain avec des tokens et crypto-monnaies, le vrai enjeu n'est pas technique, il est surtout culturel et de gouvernance, et un petit peu juridique. Sur ce, je donne la parole à vos questions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Benjamin pour cette conférence. Moi, je n'ai pas eu de questions dans le volet de questions. Est-ce que tu souhaites apporter un complément d'information avant que nous concluions cette conférence? Alors, j'ai toujours les écrans pour ce schéma-là. Non, excuse-moi, on me voit comme ça. Alors, juste une information qui pourrait intéresser. Je vais reprendre 2 minutes l'écran concernant les informations complémentaires. Si vous souhaitez, et on va tout de suite partager mon écran de façon à ce que vous puissiez récupérer les informations. Je reprends l'écran pour le partager de façon à ce que on puisse tout simplement, voilà. Je reprends mon écran, s'il te plaît. Voilà, je donnerai une dernière information avant de clôturer la chose. Pour les gens qui sont intéressés par la blockchain en général et par la crypto-monnaie en particulier, voilà une information qui pourrait vous servir. Il y a un site où notre équipe classe 500 sites concernant ce sujet-là. Pour vous identifier, soit vous utilisez le moteur de recherche, soit en bas à gauche, vous avez ce qu'on appelle des codifications. Ce n'est pas un email, c'est un code. Vous rentrez cette codification et vous avez une classification qui vous permet, et on va le voir tout de suite en direct, qui vous permet de découvrir ce monde, tous ces usages. Donc, les usages qui sont présents ici, on vous donnera l'adresse en complément. Alors, tout ce qui est déjà aujourd'hui opérationnel avec les artistes, la boutique, les assurances, la collaboration, la billetterie, enfin, tout ce qui existe dans le monde de la blockchain en général. Et si vous êtes plus passionné par ce qu'on appelle les crypto-monnaies, ben vous avez ici ce qu'on appelle un sujet où on collectionne tous les sites qui parlent de crypto-monnaies. Donc, c'est un véritable phénomène qui est en train de se mettre en place. Et vous avez les aspects juridiques, les aspects, ce qu'on appelle d'application. Enfin, on pourrait passer des heures et des heures pour commenter l'ensemble des actions qui sont présentes ici. Voilà pour mon témoignage. Je te redonne la parole.
Benjamin, je te remercie. Et justement, dans l'intervalle, est arrivé 4 questions. Alors, je te lis la Bien, première. Pour écoute. passer entre euros et stablecoin, on fait un virement ou inversement, comment cela se passe? Alors, pour ça, vous avez des sociétés qui sont, on va appeler ça des intermédiaires. Par exemple, je reprends l'écran pour vous en présenter un. Un avec qui je travaille, c'est pour ça, mais il y en a certainement d'autres, mais je travaille avec celui-là. Donc, je vous propose tout simplement d'aller sur Paymium, qui est d'ailleurs français, hein, qui est un des leaders qui a commencé dans les années à peu près 2014. Eh bien, c'était la première fois où j'ai commencé à mettre des euros en ligne. Comme je savais, je n'avais pas encore d'outils, je n'avais pas encore d'interface, eh bien, je suis tout simplement allé sur Paymium. On peut considérer, c'est pas qu'on peut considérer, c'est que Paymium est une plateforme qui prend vos euros ou vos yens et qui les échange en coin ou en stablecoin, et réciproquement par la suite. Une fois que mais pour ça, il faut bien sûr avoir avant un porte-monnaie où vous allez pouvoir mettre les coins ou les stablecoins. Ce n'est qu'une plateforme d'échange, hein, c'est une plateforme qui permet de passer de l'un à l'autre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question là. Merci, Benjamin. Je te lis la question suivante de Samuel. Comme inconvénient, il y a aussi l'aspect écologique, énorme consommation électrique de la blockchain du Bitcoin, consommation électrique de l'Irlande ou de l'Espagne, donc non utilisable à l'échelle mondiale pour les échanges de tous les jours. Partages-tu ce point de vue? Alors, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui est très important et pour rentrer dans le détail, certaines blockchains travaillent avec ce qu'on appelle la notion de, alors, un consensus qui s'appelle Proof of Work. Malheureusement, celui-là consomme énormément d'énergie. Certaines blockchains, à partir surtout les nouvelles, qu'on appelle Tezos, Ripple, etc., travaillent avec un autre consensus qui s'appelle Proof of Stake. Et celui-là ne consomme pas du tout d'énergie. Donc, tout dépend de la crypto-monnaie que vous allez choisir et sa manière de sécuriser sa gouvernance et son consensus. Donc, la problématique est spécifique au Bitcoin qui est très réputé, mais si vous prenez la blockchain Ethereum ou Ether ou Tezos, enfin, il y en a plein d'autres, un Ripple, eh bien, ils travaillent avec du Proof of Stake pour éliminer cet obstacle. Merci Benjamin. Je te lis la question suivante. Bonjour Benjamin, faut-il obligatoirement avoir une clé Ledger pour acheter des coins? Alors, Ledger est une marque, c'est une énorme société française qui est un des leaders au niveau mondial, leader mondial de ce qu'on appelle des wallets, c'est-à-dire des porte-monnaies durs, hard, d'accord? Donc, pas du tout. Vous pouvez très bien avoir, il y a 3 types de porte-monnaies. Soit vous avez un porte-monnaie en ligne à travers votre PC. Attention, la clé privée sera dans votre PC, donc ne pas perdre cette clé privée. Soit vous avez des porte-monnaies sur téléphone, smartphone. Dans ce cas-là, vous avez des applications que vous pouvez télécharger comme une application classique et vous avez votre porte-monnaie dans votre téléphone. Attention à ne pas perdre aussi la clé privée avec votre téléphone, parce que vous, encore une fois, je synthétise, vous perdez votre argent. La meilleure solution, c'est de faire une petite acquisition qui est autour de 50 ou 60 €, qui s'appelle Nano Ledger. Nano Ledger est une espèce de clé USB, d'accord? Ce n'est pas du tout une clé USB, ça a la forme d'une clé USB qui permet de garder votre clé privée sur un support physique. Donc, il ne faudra pas perdre non plus le support physique. Mais enfin, donc, c'est 3 manières d'avoir la possibilité d'avoir un porte-monnaie capable de récupérer votre argent chez vous. Merci Benjamin. Je te lis la question suivante de Samuel. Toujours, faut-il vendre ses bitcoins vu l'envolée du cours? Très bonne question, je te remercie Samuel. C'est très subjectif comme question. Pour ma part, j'en ai vendu la moitié si tu veux savoir exactement. Pour la simple raison, c'est que en ce moment, suite aux différents mouvements qu'on voit dans la presse et puis au mouvement du Covid, il y a un engouement pour certaines personnes qui ont beaucoup d'argent et qui cherchent ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Donc, c'est un bon petit mouvement, mais je pense que ça va encore monter pendant les 2 semaines qui vont venir. Mais ça n'empêche que j'ai quand même profité. Tout dépend à quel prix tu as acheté ta monnaie. Merci. Et dernière question de Thierry. Comment savoir ce que l'on peut acheter avec une crypto-monnaie? Alors, pour savoir comment on peut acheter, la meilleure des choses pour pouvoir prendre des points de repère, vous repérez déjà dans la classification, dans le site que je vous ai proposé, les meilleures crypto-monnaies du jour et vous allez lire les white papers, c'est-à-dire que vous allez lire ce qu'on appelle qui est derrière, quelle est sa manière de gouverner, quel est son processus, qui sont les acteurs, quelles sont les technologies qui sont capables tout simplement de faire confiance à cet acteur.
Ou alors sinon, il y a une autre solution, c'est que moi, j'ai aucun compte à rendre à personne, mais on peut en parler par email ou par visio, et je peux donner plus de détails sur les crypto-monnaies qui me semblent raisonnables à l'heure actuelle, où on pourrait potentiellement un tout petit peu investir, mais je ne suis pas Madame Soleil, je suis très prudent par rapport à tout ça. Et encore une dernière question de Charles qui est arrivé entre-temps. Est-ce qu'un Bitcoin garantit l'anonymat? Alors, non, aujourd'hui, dans la catégorie où nous sommes, à une certaine époque, ça aurait pu être valable. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué, beaucoup plus structurant. D'ailleurs, tant mieux d'un certain côté. On dit qu'on est pseudonyme, on n'est pas anonyme. C'est-à-dire que si on veut faire des recherches, on arrivera toujours à remonter, avec difficulté parfois, à la personne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on transforme nos euros en crypto-monnaie. Donc, il y a de moyens. Il y a par contre, heureusement ou malheureusement, chacun suivra sa route, il y a des monnaies, en particulier certaines monnaies qui s'appellent Monero, etc., qui sont encore plus compliquées et qui sont encore plus anonymes et qui sont plus difficiles à remonter à la personne qui gère. Mais on sait que si on va là-dedans, c'est un peu comme le dark web. Hein. Non, non, on est pseudonyme, on n'est pas anonyme. Hein. Merci Benjamin. Eh bien, écoute, je te remercie vraiment pour cette conférence très éclairante sur ce sujet dont on n'a pas souvent l'habitude de parler à la CCI. Merci à vous tous d'avoir participé nombreux aujourd'hui et rendez-vous donc mercredi à 11 h pour notre prochain webinaire sur la présence digitale et Google My Business. Bonne soirée à tous. Merci à tous d'être présents. À très bientôt.